Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire sur la facturation électronique au cœur de l'actualité comptable. Je me présente Alexandre Silam, je suis responsable de la filière gestion de finances d'entreprise chez Finance Innovation. Finance Innovation, en quelques mots, on accompagne environ 500 fintech, TPE, PME dans divers domaines, que ce soit la banque, l'assurance, l'immobilier, la finance d'entreprise, la finance durable et solidaire. On est un cluster de la finance où on accompagne ces startups vers leur business développement, leur expertise métier. Et aujourd'hui, on est en compagnie donc, de iPayDat, PPI, France et également Finovup pour ce webinaire. Sébastien, je te laisse la parole. Merci. Oui, bonjour à tous. Je suis vraiment content de tous vous retrouver autour de ce sujet dont finalement on parle peu, mais qui va avoir une importance croissante dans la vie de toutes nos entreprises dans dans ces prochaines années. Donc voilà, Finovup, en deux mots, c'est une entreprise, un cabinet de conseil qui aide les dirigeants des boîtes de la tech et donc des boîtes comme iPayDat, comme PPI, comme d'autres, et qui ont besoin de lever beaucoup de cash pour assurer le financement de leur R&D et de leur croissance. Alors parmi eux, on aide particulièrement les dirigeants, et c'est peut-être votre cas, ou peut-être un peu moins, qui ne se contentent pas des accompagnements habituels, mais qui veulent aller plus loin, qui veulent aller au fond des choses pour pousser au maximum les curseurs de leur financement non dilutif. Et pour faire ça, on a développé chez Finovup des approches qui sont très nouvelles, qui sont basées sur, non pas sur un travail ponctuel sur des dossiers de financement, mais sur un travail de fond qui se déroule dans la durée avec nos clients et qui permettent principalement de faire deux choses. Ça permet d'augmenter l'attractivité des boîtes et de leurs projets auprès des financeurs, hein, qu'ils soient publics, parapublics, voire privés. Et d'autre part, d'avoir accès à beaucoup plus de financement en réduisant au maximum les efforts pour les équipes qui doivent préparer et mener à bien tous les dossiers et toutes les demandes. Voilà, en 30 secondes, ce qu'on fait chez Finovup. Et je suis particulièrement heureux d'être aujourd'hui autour de la table avec iPayDat et PPI, parce que iPayDat, c'était un logiciel qu'on utilise depuis qu'ils ont été créés, quasiment. PPI, donc iPayDat, c'est vraiment vous allez pouvoir avoir le volet utilisateur final, le volet qui va directement vous concerner. Et avec PPI, vous allez pouvoir comprendre par contre tout ce qui se passe sous le capot, toute la technicité, toute la technologie qu'il y a derrière cette facturation électronique. Et donc, je suis très content de réunir ces deux acteurs, qui sont deux acteurs majeurs qui vont intervenir dans la facturation électronique et qui vont peut-être intervenir à vos côtés et vous aider à mettre en place cette facturation électronique dans votre structure. Et voilà, je vous propose qu'on commence par iPayDat pour que vous ayez la vision end-user et ensuite par PPI pour que vous ayez la vision, tout ce qui se passe techniquement sous le capot. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je reviendrai en fin de séance pour poser vos questions aux interlocuteurs et qu'ils puissent vous répondre. Et voilà, je vous souhaite un très très bon webinaire à tous. Priscilla, je te passe la parole pour iPayDat. Bonjour à tous. Alors déjà, je vais vous présenter rapidement iPayDat. Donc, c'est un outil tout en un de gestion comptable et financière qui va répondre aux besoins de toutes les entreprises en collectant, en analysant et en restituant les données financières et comptables. Alors, en gros, notre outil il intervient sur 5 grandes fonctionnalités que sont la pré-comptabilité. Donc, dans la pré-comptabilité, donc du coup, il y a la collecte, la saisie des factures et le rapprochement bancaire. Donc, en fait, comme vous pouvez le savoir, en fait, les sources des factures, elles sont très nombreuses et leur suivi peut vite devenir un véritable défi, un vrai casse-tête. Donc, on a créé des robots qui vont aller récupérer automatiquement toutes les factures et les rapprocher avec les transactions bancaires pour s'assurer que toutes les factures sont bien présentes sur iPayDat. On a également développé une application de gestion des notes de frais et des indemnités kilométriques, toujours dans cette optique de tout centraliser au même endroit. Donc, iPayDat vous permet de prendre en photo vos notes de frais pour pouvoir justement vous en débarrasser. Vous pouvez les jeter une fois qu'elles sont dans notre outil et elles sont ensuite stockées et classées automatiquement pour vous faire bénéficier en fait d'une gestion des remboursements qui soit beaucoup plus rapide.
Donc, en fait, vraiment, au fil des mois, on a ajouté en fait des nouvelles briques à notre solution pour pouvoir répondre aux besoins des entrepreneurs et qu'ils soient focus sur l'activité et qu'ils n'ont pas besoin de multiplier les outils. Donc, on a développé un éditeur de factures pour pouvoir créer des devis, des factures simplement à l'image de votre entreprise. Et puis, au fil des mois également, on a développé également un outil de gestion de trésorerie. Donc, après avoir récupéré les données financières, vous pouvez les interpréter via un outil de trésorerie qui est simple et intuitif et qui va vous permettre de générer des rapports financiers qui soient fiables pour une visibilité accrue. Et enfin, la dernière brique qu'on a ajoutée à notre solution, c'est le paiement et les cartes, dans l'objectif de prendre en charge vraiment l'ensemble de la gestion financière des entreprises. Donc, on a mis à disposition cet outil de paiement des factures directement depuis notre plateforme. Donc, vraiment, notre objectif chez iPetDat, c'est de réduire les besoins d'outils. Vous aviez un outil qui est tout en un pour ainsi réduire les coûts qui entraînent une utilisation, justement l'utilisation de nombreux outils et d'avoir du coup transformé une obligation légale en une vraie valeur ajoutée, une vraie opportunité. Et cela vous permet également de gagner en visibilité et en prise de décision. Donc tout cela, donc je vais vraiment présenter l'outil et vous allez comprendre l'intérêt qu'a iPetDat justement dans cette réforme sur la facturation électronique. Alors, à savoir que on va poser le contexte maintenant. Donc, l'arrivée de la facture électronique, ce qui va changer et comment s'y préparer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une initiative de la DGFiP, donc la Direction générale des finances publiques, qui avait pour objectif la lutte contre la fraude à la TVA. Donc, c'est un des objectifs majeurs de cette réforme. Et donc, du coup, comment tout simplement en synchronisant toutes les transactions B2B directement avec l'État au moment de la facturation. Donc, voilà rapidement pour le contexte. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, comment cela va fonctionner? Donc, pour construire la future infrastructure de la facturation électronique, la France a retenu un modèle dit en Y, donc comme on peut le voir sur le schéma juste ici. Donc, les entreprises n'auront pas la possibilité de transmettre directement des factures entre elles, mais elles devront forcément passer par une plateforme, que ce soit la plateforme PPF ou PDP. Donc, PPF, ce sera le portail public de facturation et PDP, ce sera les plateformes de dématérialisation partenaires. Donc, on distingue vraiment trois acteurs à l'intérieur de cette mesure qui vont nous permettre de gérer les factures de manière électronique. Donc, comme je disais, le PPF, les PDP et ainsi que les OD, donc qui sont des plateformes ordinaires de dématérialisation. Donc, toutes les données, en fait, elles vont remonter obligatoirement au PPF qui va lui centraliser en fait ces informations et les transmettre à l'administration fiscale. Donc, la DGFiP, elle n'aura plus qu'un seul interlocuteur pour la réception des données. Donc, du coup, le PPF, il sera construit, donc ça doit forcément vous parler, Chorus Pro. Donc, en fait, le PPF sera construit sur le même principe que cette plateforme que vous utilisez peut-être déjà. Ça va également permettre, ce PPF, de gérer l'annuaire centralisé, qui sera un service gratuit. Mais attention tout de même sur le fait que service gratuit dit service un peu minimal. Donc, les PDP, elles vont jouer, quant à elles, un rôle, plusieurs rôles. Elles vont pouvoir émettre et recevoir des factures de manière électronique. Elles vont pouvoir extraire les données de ces factures pour les transmettre justement à l'administration fiscale, comme par exemple l'identification d'un fournisseur, d'un client, le montant de la facture, le montant du taux de TVA, toutes ces informations en fait, qu'on retrouve sur une facture. Donc, les PDP joueront également un rôle de garantie dans l'intégrité de ces données et elles vont également alimenter l'annuaire national des entreprises. Donc, et elles pourront bien évidemment proposer des services complémentaires comme le ferait justement iPetDat avec toute la partie pré-comptabilité, initiation de paiement et tout ce que je vous ai cité un peu plus haut. Donc voilà rapidement, juste on va faire une petite passe sur le calendrier. Donc c'est pas tout de suite, c'est pas encore demain, mais il faut s'y préparer dès maintenant. Donc comme je disais, toutes les entreprises elles vont être concernées par cette généralisation de la facturation électronique, mais du coup pas toutes au même moment et pour les mêmes raisons.
Donc, la première échéance, c'est le 1er juillet 2024. Donc, en réception, toutes les entreprises, elles devront être en mesure de recevoir des factures au format électronique à partir de cette date. Donc, c'est une obligation qui est légale, mais aussi d'un point de vue pratique, ne serait-ce que pour recevoir des factures qui seraient émises par des fournisseurs qui, eux, seront déjà soumis à l'obligation d'émission, comme par exemple tout ce qui est facture de gaz, de téléphone, électricité, toutes ces entreprises. Donc, comme je disais, en émission, donc ce sera donc entre dans le champ de la généralisation de la facture électronique les entreprises qui sont établies en France et qui sont assujetties à la TVA. Donc après, on a encore 2 étapes, le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2026. Donc c'est vraiment en fonction de l'évolution, enfin de la taille de l'entreprise qu'il faudra respecter ce calendrier. Donc du coup, cela a un impact pour les experts comptables qui vont devoir avoir un devoir de conseil. C'est vrai que les entrepreneurs vont les solliciter pour les aider dans le choix d'une PDP, d'un OD, de passer directement par le PPF. Donc les experts comptables auront ce devoir de conseil, mais du coup, ils vont devoir mettre en place une veille technologique. C'est pour ça qu'ils sont aguerris sur le sujet et qui s'y penchent depuis déjà de longs mois. Donc, et du coup, les clients vont les solliciter dans cette transition. En fait, ils vont vraiment les accompagner dans cette transition vers la facturation électronique. Et l'idée, c'est vraiment d'orienter ces clients vers la PDP qui sera le plus adapté à ses besoins. En fait, il y aura plusieurs PDP et elles n'auront pas toutes les mêmes fonctionnalités complémentaires et l'expert comptable devra du coup accompagner son client dans le choix de celle-ci. Il y a aussi de nombreuses opportunités, hein, c'est pas juste, c'est vrai que ça fait peur la facturation électronique, on redoute un petit peu, mais l'idée c'est vraiment d'avoir de nombreuses opportunités. Donc du coup, les entreprises, elles vont voir leur gestion administrative simplifiée, leur délai de paiement réduit et leurs relations commerciales sécurisées. Donc vraiment, l'objectif de cette généralisation, c'est le renforcement de la compétitivité des entreprises. Donc comment, du coup, grâce à la diminution de la charge administrative que sont l'émission, l'envoi, le traitement des factures au format papier, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises n'ont pas en tête le coût du traitement de leurs factures, mais le gain estimé est en moyenne supérieur à 60% par facture. Donc, c'est vraiment énorme. Je vais parler aussi des délais de paiement réduits. C'est également un enjeu majeur pour toutes les entreprises, plus particulièrement les TPE et les PME, à savoir qu'un client sur 3 aujourd'hui règle sa facture en dehors des délais légaux. Donc, ça a vraiment une conséquence importante sur la trésorerie des petites entreprises. Et enfin, autre opportunité, dernière opportunité, c'est la généralisation. Ça devrait également aider les entreprises dans la sécurisation de leurs relations commerciales. Donc, à terme, elles devront pouvoir tracer en fait la totalité des factures qui seraient émises et reçues, ainsi qu'un enrichissement du coup des informations qui sont transmises entre le client et son fournisseur. Et il ne sera plus du tout possible, par exemple, de constater la bonne réception d'une facture, de nier un paiement. Tout sera tracé en fait. Donc, véritable opportunité pour les entreprises. Rapidement, du coup, peut-être rentrer un peu plus dans le détail sur qu'est-ce qu'une PDP. On l'a vu un peu plus haut, mais les PDP, elles devront justement être auditées par des tiers indépendants sur le respect des exigences réglementaires. Donc ça, dans les 12 mois de leur immatriculation. Donc ce sera en septembre 2023. Et cela inclut des normes strictes en matière de sécurité, de confidentialité, avec des certifications ISO et SecNumCloud pour justement pouvoir bien centraliser, bien sécuriser tout ça. Alors, comme je le disais, iPadDat se positionne en tant que plateforme PDP. Donc nous, on va candidater pour être PDP, pour vous permettre justement de ne pas utiliser le PPF, d'avoir une transition qui soit plus transparente vers la facturation électronique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on propose déjà des factures au format FactureX. Donc, on est prêt pour cette réforme. Nos clients le savent. Et on met également de nombreux services complémentaires, comme je le disais, à savoir le reporting, le paiement, toute cette partie de pré-comptabilité avec la gestion des notes de frais et enfin, notre outil de gestion de trésorerie.
Donc voilà rapidement pour iPadDat et son positionnement. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir du côté d'iPadDat, c'est qu'il ne faut pas attendre la première échéance de 2024. Il faut commencer à regarder dès maintenant en fait sur quel type d'outils vous souhaitez partir, quel PDP vous accompagneront dans cette réforme, et ça permet aussi également aux experts comptables d'organiser leur cabinet et de revoir leur processus interne pour après accompagner leurs clients dans cette réforme. Donc l'idée, c'est vraiment de les sensibiliser dès aujourd'hui pour qu'ils soient prêts pour le 1er juillet 2024. Voilà, du côté d'iPadDat, je n'hésiterai pas à répondre à toutes vos questions en fin de webinaire. Merci beaucoup, Priscilla. Merci, Priscilla. Voilà. Donc, je passe la parole maintenant que vous avez vu la vision un petit peu end-user proposée par iPadDat sur ce sujet de la facturation. Je passe la parole à un technicien de tout cela, Olivier. Je te laisse à penser. Merci Priscilla, merci Sébastien. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce séminaire sur la facturation électronique. D'abord, quelques chiffres concernant PPI. Donc, PPI est un éditeur de logiciels et un prestataire de services franco-allemand qui compte à peu près 800 employés avec des cellules de développement logiciel basées dans différents pays européens, essentiellement en Allemagne. La clientèle que nous servons sont essentiellement les banques, les compagnies d'assurance et aussi les prestataires de services liés au flux de paiement, transactions financières et factures avec les entreprises. Et on sert de manière directe et indirecte des milliers d'entreprises en France et en Allemagne. D'abord, comment effectivement PPI se positionne sur le segment de la facturation électronique? Essentiellement, nous sommes un éditeur de logiciels qui fournit en fait des services pour l'automatisation des flux de la facturation électronique depuis l'acquisition de ces transactions au niveau de l'entreprise jusqu'à leur compensation ou leur règlement sur les réseaux interbancaires et sur les obligations de reporting vers le PPF. Nos services sont opérés en tant que logiciels déployés chez le client ou ils peuvent être opérés en mode service dans un cloud sécurisé. Et à l'aide de ces différents composants, l'entreprise peut automatiser son flux de facturation électronique depuis son environnement comptable, depuis son ERP et avoir en fait des flux complètement automatisés de bout en bout. Je vais revenir sur ces enjeux dans le contexte de la réforme. Nous sommes aussi en fait fournisseurs de services pour les PDP, pour leur permettre d'opérer plus efficacement au niveau des flux de traitement, de conversion, de reporting, de routage, de fonctions d'annuaire et autres. Je vais y revenir un peu plus tard dans ma présentation. Essentiellement, comment nos building blocks se positionnent par rapport au modèle en Y de la DGFiP pour la facturation électronique. Donc, nous avons des building blocks qui permettent de servir les entreprises depuis la petite entreprise jusqu'à la grosse entreprise, en commençant par effectivement une interface web pour permettre la saisie manuelle ou semi-automatisée des factures électroniques, des processus de transfert de fichiers automatisés intégrés vers les applications comptables et les ERP pour l'envoi des flux créés de factures qui sont directement créées dans l'environnement ou le logiciel comptable et ERP, et aussi effectivement des API pour les entreprises qui ont des besoins tout à fait spécifiques d'inclure la facturation dans un processus spécifique, notamment par exemple pour la vente
la vente de détail et certains secteurs particuliers de l'industrie. Au niveau des PDP, nous fournissons en fait l'ensemble des building blocks pour la transformation, le contrôle des flux, le routage entre les PDP et le routage vers le PPF. Important de souligner, comme vous le voyez avec les petits cadenas de sécurité, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'envoyer en fait les factures par email, mais bien de les envoyer de manière totalement sécurisée. Donc les canaux doivent être encryptés, les entités doivent être authentifiées et les documents doivent être signés. Et donc, en fait, il y a toute une technologie d'accompagnement de sécurisation puisque chaque document, lorsqu'il est envoyé par une entreprise, est encrypté et optionnellement signé. Et les PDP, de la même manière, dans leur flux avec le PPF et les autres PDP, doivent s'authentifier et encrypter les données dans leur transfert. Avec évidemment contrôle d'intégrité pour garantir effectivement l'acuité des données qui se trouvent dans les factures électroniques. Donc aujourd'hui, nous sommes fournisseurs effectivement des grandes banques en France et en Allemagne. Nous sommes déjà en fait fournisseurs de PDP ou en tout cas de gros prestataires de facturation électronique qui donc ont l'ambition, comme IPDAT, de devenir PDP à l'horizon septembre de cette année-ci, et ce sont effectivement des prestataires qui gèrent des millions de factures tous les mois pour des milliers d'entreprises. Nous fournissons aussi de manière indirecte des connecteurs pour l'ensemble en fait, des logiciels utilisés par les TPE, les ETI et les GE au sein de leur comptabilité ou de leur environnement ERP. Et en fait, ce que j'ai l'habitude de dire pour paraphraser Molière dans le bourgeois gentilhomme, en fait, donc, comme disait monsieur Jourdain, qui fait de la prose sans le savoir, en fait, des milliers d'entreprises en France utilisent déjà la technologie PPI pour envoyer en fait leur flux d'ordre financier, leur flux de paiement et leur flux de factures avec des prestataires de services et des banques. Un petit panorama sur la distribution en fait des canaux pour l'envoi des factures électroniques aujourd'hui dans le marché. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement la technologie dominante ou l'absence de technologie actuellement se trouve dans le canal de courrier électronique, c'est-à-dire qu'un très grand nombre d'entreprises, et c'est la pratique majeure, en particulier dans le secteur des TPE, envoient en fait leurs factures simplement digitalisées en PDF et sous forme de courrier électronique. Cette pratique, dans le contexte de la réforme, devra disparaître. Donc, il y a en fait un défi énorme avec cette réforme, en ce sens que l'utilisation du mail et de l'envoi de PDF par mail va être une pratique qui va être progressivement bannie et retirée du marché, ce qui représente effectivement pour des millions d'entreprises un défi assez colossal. Ce qu'on constate aussi, notamment au niveau des grands facturiers, c'est qu'effectivement, l'envoi de papier est aussi en fait encore une pratique dominante, et celle-là, elle va disparaître avec encore plus grande échéance, puisqu'avec les échéances de la réforme que nous a rappelé Priscilla, les gros facturiers ont l'obligation à l'horizon 2024 de fournir en fait les factures sous format électronique, ce qui va être effectivement une révolution dans la pratique pour bon nombre d'acteurs.
Donc, ce qui est aussi important à souligner, c'est qu'effectivement, un certain nombre d'entreprises et de secteurs de l'industrie utilisent déjà en fait la facturation électronique, ou en tout cas l'envoi de factures sous format structuré électronique, que ce soit effectivement Facturix, EDI, UBL, C2I et autres formats propres à chacune des industries. Et donc, ça, il y a une partie qu'on peut évaluer à 15 ou 20% du marché des entreprises, essentiellement plus dans le secteur des ETI et des GE, qui sont prêtes en fait pour la facturation électronique, qui doivent évidemment adapter leurs pratiques pour se mettre en conformité avec les règlements, mais qui ont déjà effectivement la chaîne de traitement avec leur contrepartie qui est partiellement ou totalement automatisé. Un des défis majeurs dans la dimension de la digitalisation de la facture, la facture n'est qu'en fait le présentement d'une invitation au paiement à l'acheteur. Mais pour l'entreprise, l'efficacité réside effectivement dans l'encaissement et l'exécution correcte et en temps déterminé par les conditions du contrat et les conditions de la facture par l'acheteur du paiement. Aujourd'hui, en fait, dans la majeure des cas, le processus de paiement et le processus de facture sont deux processus qui sont complètement découplés. Donc, dans le contexte de la digitalisation et de la réforme, il y a effectivement un défi énorme à adresser, je dirais, ce défi d'harmoniser et d'unifier le processus d'exécution du paiement avec le traitement de la facture. Et pour ça, le contexte de la digitalisation du processus de bout en bout et l'utilisation de la facture avec les informations complètement structurées sont un prérequis. Aussi, une information importante dans le contexte du rapprochement, à la fois pour réglementaire et pour l'efficacité comptable, c'est que dans le contexte de la préparation des rapports de TVA pour la DGFiP, il est essentiel de pouvoir mettre en correspondance de manière univoque dans le cadre de la piste d'audit fiable les factures en regard des relevés de paiement. Ce qui aussi est effectivement un défi majeur pour la majorité des entreprises, qu'elles aient ou pas déjà digitalisé en tout ou en partie leur processus de facturation. Donc, si on voit effectivement la partie des entreprises qui ont déjà partiellement ou totalement digitalisé leur flux de factures avec les acheteurs, essentiellement, elles passent par ce qu'on appelle un intermédiaire de service ou un prestataire de service qui, la plupart du temps, permet effectivement le stockage intermédiaire et la restitution ou le présentement des factures à l'acheteur avec différents formats en présentant effectivement des services de conversion, des services d'alerte et des services de sécurisation. Cependant, effectivement, ça n'adresse qu'une partie du problème. Donc, dans la mesure où le traitement des paiements n'est pas inclus dans cette chaîne de traitement. Et donc, en termes d'efficacité d'encaissement et d'efficacité de trésorerie, c'est problématique dans beaucoup de cas. Les inconvénients classiques de ce type d'imperfection sont données incorrectes, paiement tardif, paiement inexact, rapprochement difficile, voire infaisable, sécurité très faible, perméabilité à la fraude, puisque les factures peuvent être éventuellement atteintes dans leur intégrité, et basse efficacité coût opérationnel, puisque l'acheteur doit traiter via un autre canal
le paiement des informations en récupérant les flux de la facture. Donc, très clairement, ça a un impact négatif sur l'efficacité de l'entreprise. Et il y a effectivement un service qui aujourd'hui permet d'adresser de ce type de problématiques. C'est ce qu'on appelle en fait la requête de paiement, qui est un service unifié, standardisé de présentement de la facture avec la requête de paiement et les conditions de paiement qui sont exigées dans la facture. Aujourd'hui, effectivement, qui sont les acteurs de la requête de paiement? Essentiellement, c'est une initiative bancaire, mais supportée par les grands acteurs européens et les acteurs français, initiative supportée par la Banque de France et les réseaux de compensation en France comme STET. Et elle permet, comme je le disais, effectivement d'unifier dans un transport unifié inter-PDP, le transfert des factures avec la requête de paiement et de permettre d'interpréter et de restituer en fait l'approbation de la facture, qui est effectivement, si on regarde les spécifications de la DGFiP, une obligation en fait du créditeur ou du fournisseur dans la piste d'audit fiable. D'autre part, effectivement, le fait d'avoir une confirmation que la facture a été approuvée à travers la requête de paiement par le débiteur ou par l'acheteur constitue effectivement une preuve de créance, ce qui est très important effectivement dans le contexte de la relation bancaire et de la relation éventuellement de financement pour le facture, de ce qu'on appelle l'escompte ou le reverse factoring, quand effectivement une entreprise demande à sa banque le financement de sa facture. Le fait de pouvoir fournir une preuve d'approbation par le débiteur est une information clé pour l'approbation d'un dossier de financement. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, les PDP peuvent intégrer la requête de paiement et donc, tout en fournissant effectivement, en se mettant en conformité avec la réglementation et la réforme, fournir un service différencié qui apporte effectivement une dimension supplémentaire et une dimension compétitive, donc au simple fait d'envoyer les factures électroniques en conformité avec la réglementation des DGFiP. En conclusion, je voudrais dire qu'effectivement, la facturation électronique, c'est un défi réglementaire, mais c'est aussi effectivement un défi technologique pour beaucoup d'acteurs qui va impacter la France et l'Europe dans les 3 années à venir. La mise en conformité nécessaire pour les acteurs dans ces 3 années, effectivement, va imposer des choix de partenariat et des choix de technologie qui sont en fait déterminants pour les performances de l'entreprise et l'optimisation de ses coûts opérationnels et la gestion de sa trésorerie. Donc, comme je l'ai dit, effectivement, des services comme la requête de paiement permettent de faire un bond technologique en avant en termes de réduction de coûts opérationnels et de gestion de trésorerie et font partie effectivement des éléments de service déterminants dans le choix des partenariats et le choix des technologies. Je voudrais dire qu'effectivement, PPI est un partenaire naturel pour les banques, les prestataires de services et les PDP pour mettre en place en fait ces chaînes de traitement. Et nous sommes aussi en fait un partenaire naturel des éditeurs de logiciels ERP comptables livrant les entreprises pour l'automatisation en fait de ces flux de factures électroniques et la réponse aux obligations réglementaires de la réforme. Voilà.
C'est tout pour ma présentation. Merci beaucoup, Olivier. J'espère qu'il vous a plu. Et voilà, nous sommes maintenant à votre disposition pour toute question que vous voudriez bien poser. Voilà, exactement. Alors, il y a une question de Jules Castanet. Je vous la lis telle qu'elle est. Comment fonctionne la collecte par mon PDP d'une facture ayant été déposée sur le portail public par le fournisseur ou bien émise par le PDP du fournisseur? Quel canal est utilisé par le PDP pour informer le client de la disponibilité d'une nouvelle facture? La facture a été déposée sur le PPF, elle a été déposée au PDP parce qu'effectivement, comme on l'a montré dans le schéma, l'entreprise a 2 canaux d'entrée pour adresser et déposer ses factures, soit le PDP, soit le PPF. Si j'ai bien compris, la question c'est comment le destinataire de la facture est au courant qu'une facture lui est adressée et qu'il faut qu'il la règle. Ah, d'accord, au côté réception. Ok, d'accord. Oui, voilà, okay, parce que bon, la facture est déposée. Okay, voilà, comment on est au courant qu'elle est déposée et qu'il faut la payer? Qui l'informe? Vu qu'on n'a plus le droit d'envoyer des mails avec des pièces jointes comme on le fait depuis les années 70. Bon, il y a différents types de technologies. Essentiellement, je dirais, c'est un avertissement, une notification qui se peut se faire et qui se fait souvent via un canal effectivement différent. Je prends parallèle effectivement avec les entreprises qui utilisent un portail d'entreprise avec leur banque. Lorsqu'elles ont effectivement des relevés de compte ou des factures escomptées qui ont été approuvées par la banque, elles sont en fait averties par le mécanisme privilégié par le client entreprise, c'est-à-dire ça peut être effectivement mail, ça peut être texte, ça peut être effectivement aussi simplement une notification temps réel sur un API. Donc c'est en fait un mécanisme d'avertissement qui est offert par le PDP au client, à l'entreprise. En fait, c'est iPadDat qui va me mettre au courant que j'ai une nouvelle facture à régler. Par exemple, oui. Exactement. Ok, parfait. J'ai une question, alors ça pour le coup qui est intéressante de Christina. On avait discuté quand on s'était parlé pour préparer ce webinaire des différentes professions, à quel rythme et qui est soumis à la facturation électronique. Et Christina nous pose la question spécifique pour les cabinets d'avocats, mais je pense que ce serait intéressant de refaire un tout petit point synthétique sur qui va être concerné, qui va avoir l'obligation de produire des factures électroniques à partir de juillet 2024, et pour les autres, comment ça va se déployer, et qui va être finalement exempté de cette obligation en bout de course. Priscilla, est-ce que vous voulez prendre la question ou vous voulez... Alors oui, en fait, il faudrait revenir du coup sur le calendrier. En fait, c'est en fonction de la taille de l'entreprise que toutes les entreprises, elles devront être en mesure de recevoir des factures au format électronique dès le 1er juillet 2024. Et après, ce sera au tour des ETI, puis les TPE et PME. En fait, elles interviendront vraiment au bout du chemin, on va dire un peu. Ce sera vraiment les dernières qui seront dans l'obligation d'émettre également des factures. Mais alors, du coup, comment ça se passe? Parce que si moi j'ai une TPE, je n'ai pas l'obligation d'émettre avant 2025 mes factures au format électronique. Et comment je fais du coup pour recevoir les factures qui me sont émises et qui me sont adressées au format électronique si j'ai pas du coup utiliser iPadDat ou un autre pour gérer ça? Par qui je suis informé du coup? Comment ça se passe ce mix? En fait, il faudra choisir du coup une PDP, ou alors ça sera directement de l'administration fiscale, en fait, directement via le PPF. D'accord. Donc, en fait, c'est l'administration fiscale qui va m'informer quand une entreprise qui utilise la facturation électronique m'envoie une facture. Si je n'ai pas déjà choisi ma solution de facturation électronique. D'accord. Et pour les cabinets d'avocats, du coup, est-ce que quelqu'un a la réponse? Dans quelle catégorie ils rentrent? De TPE, d'indépendants? Ils sont exonérés? Comment ça marche? Tout dépend de leur chiffre d'affaires, je dirais. Ah, les avocats, c'est souvent des indép. Hein. Enfin, je ne suis pas avocat, mais... C'est sûrement peut-être en fonction de la taille aussi du cabinet, je pense. Je ne sais pas trop comment...
Oui, en fait, la classification des GFIP se fait en fonction du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un critère absolu pour des raisons évidentes que ce qui les intéresse, c'est avant tout la collecte de la TVA. Donc en fait, les gros payeurs doivent être automatisés en premier lieu, indépendamment du secteur de l'industrie. Donc il n'y a pas de recommandation spécifique par secteur d'industrie. C'est effectivement cette classification purement faite sur base du chiffre d'affaires. Ceci étant dit, pour revenir en fait à la question, comment va se faire la relation GE-TPE l'année prochaine, essentiellement, effectivement, c'est les GE qui vont inviter les TPE à utiliser la facturation électronique. Okay, certains de manière coercitive, certains de manière polie, effectivement, mais une TPE qui a une relation avec une GE devra se mettre effectivement à niveau pour garder sa relation d'affaires. Et donc, d'accord, ok. Donc, on ne peut pas imaginer que la TPE n'ait pas de facturation électronique et travaille avec une grande entreprise. Exactement, voilà. Donc, il y a absolument qu'elle ait. Donc, ça va vraiment être. En fait, elles vont être forcées. Oui, même. Absolument, ce sera un incitant, ouais, absolument, à défaut. Et effectivement, il y aura certaines, je dirais, en fait, incitation coercitive dans certains secteurs de l'industrie. Si vous êtes acheteur ou vendeur dans le secteur de la grande distribution, juste pour prendre un exemple, vous ne saurez pas vous passer effectivement la facturation électronique. Donc, en juillet 2024, pour regarder vos relations, il vous faudra effectivement une interface de facture électronique, peut-être pas automatisée, mais au minimum un enregistrement auprès de l'autorité pour pouvoir avoir en fait une boîte postale de remise des factures électroniques. Et au pis-aller, c'est effectivement la facture avec le service minimum sur le PPF. D'accord. Christina posait la question sur la protection du secret professionnel. Qui garantit cette protection du secret professionnel dans tout ce processus et comment est-ce qu'il y a quelque chose de dérangeant là-dedans? Oui, donc oui, c'est effectivement, je dirais, une bonne question et c'est notamment un des incitants qui devrait ouvrir la réflexion sur la confidentialité des données et le choix pour une entreprise d'aller vers le PPF ou d'aller vers un PDP. Dans la mesure où, effectivement, quand vous avez en tant qu'entreprise une interface directe sur le PPF, vous postez et remettez en fait à l'administration en fait l'entièreté de la facture avec les informations structurées. Même effectivement si elle est signée électroniquement, ça veut dire qu'effectivement le PPF, à savoir l'administration fiscale, a un accès à l'entièreté des données de la facture, en tout cas les données d'accompagnement. Alors que, effectivement, si l'entreprise choisit un PDF, c'est seulement l'information de reporting concernant le traitement de sa facture qui est donc envoyée au PPF. Et effectivement, le PDP peut, au moyen de techniques, signature électronique et autres, assurer effectivement la confidentialité de bout en bout, je dirais, de la facture entre le fournisseur et l'acheteur. Et c'est typiquement un service à valeur ajoutée d'un PDP par rapport au PPF. D'accord, ok. Très clair, merci. J'espère, Christina, qu'on a répondu à votre question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je vais regarder s'il y en a 3 qui se sont... Attendez. Alors,
Alors oui, Benjamin pose une question intéressante. On parle ici des entreprises B2B. Qu'en est-il pour les entreprises qui font du B2C? Est-ce qu'elles auront la même obligation et quelles seront leurs obligations? Oui, non, pour le moment, elles sont effectivement, je dirais, exemptées. C'est-à-dire, on est dans le B2B, comme l'a bien rappelé Priscilla, c'est effectivement les acteurs assujettis à la TVA qui sont soumis à cette réforme. Pour le moment, pas les SI, en tout cas pas les SI qui ne sont pas assujettis à la TVA. D'accord, ok. Écoutez, je vais dérouler la question de Youssef. Et ça, je pense que Priscilla va pouvoir répondre aussi. Quelle est la valeur ajoutée d'une entreprise d'effectuer un partenariat avec un PDP plutôt qu'une OD pour la gestion des factures électroniques? Alors, il faut savoir que les OD, elles vont offrir du coup aux entreprises des services de valeur ajoutée, donc comme la gestion de leurs factures, mais elles ne seront pas en fait habilitées à recevoir, enfin à transmettre des factures aux plateformes des destinataires, ni à alimenter l'annuaire national et encore moins à extraire des données pour l'administration fiscale. En fait, seul le PPF ou les PDP, elles y seront autorisées. Donc, ça sera vraiment un service minimum, en fait. Donc, d'où l'intérêt de choisir plutôt de mettre en place une PDP. D'accord. Oui, très clair. Oui, un OD, si je peux me permettre d'ajouter à l'explication de Priscilla, est un partenaire technologique. Ce n'est pas un partenaire administratif avec une obligation légale. Le PDP a une responsabilité légale. L'OD n'a pas de responsabilité légale vis-à-vis des autorités et du PPF et de la DGFiP. C'est un prestataire technique qui va aider l'entreprise à se connecter soit sur un PDP, soit sur le PPF, avec des services à valeur ajoutée pour automatiser, sécuriser la chaîne de traitement, mais il n'a pas de responsabilité légale. Le PDP a la responsabilité légale d'enregistrement de l'entreprise et de fournir le reporting. Donc, un PDP a une responsabilité légale importante, effectivement, et doit être certifié. Justement, c'est pour ça qu'il y a ce processus de certification par les autorités. Exactement. D'accord. Okay. Une question de Jérôme. Jérôme nous dit que les experts comptables, ils ont un devoir de conseil, mais n'avez-vous pas peur qu'ils fassent la promotion des outils, de leur outil interne, par exemple jefacture.com, qui reste très basique? Est-ce comment ça va se passer d'après vous? Alors, en fait, là, pour le coup, je pense que pour les experts comptables, ils devront minimum proposer 2 outils. Justement, dans le devoir de conseil, en fait, ils doivent proposer 2 outils différents. Donc, ils ne pourront pas faire la promotion que d'un seul et même outil. Donc, raison pour laquelle il faut aller chercher, aller creuser un petit peu quelles sont les différentes PDP qui vont être immatriculées et ça sera vraiment en fonction aussi c'est vrai qu'il y aura de nombreux PDP, mais ça sera vraiment en fonction de la typologie des clients, des cabinets aussi, qui ne faudra pas voilà, c'est ça, en fait. On ne peut pas proposer le même outil à tout le monde, on n'aura pas les mêmes besoins, les mêmes demandes, donc ils seront obligés de proposer minimum 2 solutions. Oui, en France, il y a entre 3 et 4 millions de TPE, je dirais, qui font appel à des services d'experts comptables. Donc, le marché est, enfin, je ne vais pas dire immense, mais très grand et absolument diversifié. Et donc, suivant que vous êtes une micro-entreprise qui envoie ou reçoit quelques factures par mois, vous pouvez vous contenter d'un service extrêmement basique jusqu'à effectivement des services plus sophistiqués. Donc, à l'expert comptable, effectivement, en fonction des besoins de son client entreprise, d'offrir effectivement le meilleur service et de conseiller vers l'un ou l'autre PDP qui auront effectivement des offres diversifiées à épée date comme jefacture.com et d'autres. D'accord, ok, très clair.
J'ai une dernière question d'Alexandre. Je réalise une transaction avec un autre assujetti établi en France, mais soumis à la TVA étrangère. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Vous l'avez compris? Je n'ai pas là. En gros, si je réalise, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais je vais essayer quand même. Je réalise une transaction avec quelqu'un qui est assujetti à la TVA, qui est établi en France, mais qui est soumis à TVA étrangère. Comment on peut être établi en France et soumis à TVA étrangère? Globalement, pour moi, la vraie question, c'est quand quelqu'un est assujetti à une TVA étrangère, comment ça se passe? Comment je fais pour envoyer une facture à une boîte aux États-Unis, en Suisse ou en Angleterre? Et comment je fais pour recevoir une facture de la part d'une boîte qui est établie dans ces pays-là, alors que moi, je suis établi en France? Je ne sais pas si je réponds à la question d'Alexandre, mais en tout cas, ça me paraît être une question plus claire. Non, personnellement, je ne suis pas donc un expert fiscal. Ça, c'est vraiment, je dirais, une question pour un expert. Oui, mais même électroniquement, une entreprise établie au Royaume-Uni ne va pas pouvoir envoyer sa facture sur la plateforme française. Absolument. Donc, mais là, pour le moment, au niveau couverture des obligations de la réforme est très claire. Elle adresse dans un premier temps effectivement donc les flux domestiques. Donc l'obligation de la réforme adresse essentiellement, effectivement, et principalement le B2B entre entreprises françaises enregistrées en France et assujetties à la TVA en France. Maintenant, effectivement, donc la Commission européenne travaille sur une nouvelle donc, réglementation concernant la facturation électronique qui va effectivement impacter, en tout cas en premier lieu, l'Union européenne en termes d'obligation d'utilisation de la facturation électronique pour les flux transfrontaliers. Donc, quand on a effectivement un flux B2B donc entre deux entreprises dans deux pays européens différents, ça ne fait pas partie des obligations aujourd'hui. En revanche, effectivement, pour toutes les entreprises, et il y en a beaucoup, même dans le secteur des ETI et des TPE, qui travaillent sur le transfrontalier, donc ça les invite à une réflexion sur le choix du service et le choix du partenaire pour ouvrir en fait vers ce service qui va effectivement devenir aussi effectivement une obligation avec effectivement des échéances un peu plus longues, mais à l'horizon 2025-2026, on peut attendre aussi qu'il y ait des obligations réglementaires pour la facturation transfrontalière dans l'Union européenne. D'accord, très clair. Bon, ben écoutez, je crois que je suis arrivé au bout des questions. Je vous remercie beaucoup pour tout cela. Et est-ce que quelqu'un, Olivier ou Priscilla, vous voulez donner un mot pour conclure? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire en plus avant qu'on conclue le webinaire? Je pense qu'on a tout dit. Juste, encore une fois, préparez-vous dès maintenant. N'attendez pas les échéances du 1er juillet 2024, parce que ça va venir très très vite. C'est vraiment important de se pencher dès aujourd'hui sur le sujet, de bien comprendre les tenants, les aboutissants, de voir si ce qui serait pertinent pour vous comme acteur à utiliser et bien choisir sa PDP pour vous accompagner dans cette réforme. D'accord, ok. Eh bien, oui, je pense effectivement que c'est très important parce que surtout les entreprises de taille un petit peu, des petites entreprises qui ont à travailler en fait avec des plus grosses entreprises qui du coup peuvent vite penser qu'elles ne sont absolument pas concernées là-dessus. Et honnêtement, quand on gère une toute petite entreprise, on n'est pas concerné par des choses qui vont se passer en 2025. On est déjà très préoccupé par ces choses qui vont se passer en 2024. Et si on se retrouve d'un seul coup avec un de nos plus gros clients avec qui on est
est en impossibilité de le facturer ou avec un prestataire de grande taille qui est dans l'impossibilité de nous facturer, et donc ça rompt la relation la relation commerciale, ça peut, absolument. Et que d'un seul coup on a 4 jours pour trouver une solution, ça peut vite être un manque d'anticipation qui pose des vrais problèmes. Donc voilà, pour conclure, je vous remercie beaucoup tous d'avoir participé à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Olivier, à contacter Priscilla. Je vous recommande l'utilisation d'iPadDat qu'on utilise chez Finovap depuis des années avec beaucoup de bonheur. Et donc, si vous avez des questions sur le financement de votre boîte, sur vos levées non dilutives, sur tous les leviers que vous pouvez activer pour développer votre activité, n'hésitez pas du coup à contacter mon équipe chez Finovap qui se fera une joie de vous répondre et de voir ce qu'on peut faire ensemble. Merci à tous et je vous propose de conclure ce webinaire. Je ne sais pas si quelqu'un de Finance Innovation veut dire le mot de la fin ou si on conclut directement. Parce ils sont un peu partis là. Je suis là. Non, pas forcément de mot de la fin. Merci à tous. Pour les gens qui souhaiteraient revoir le webinaire ou qui l'ont raté ou arrivé au milieu, tout sera disponible sur la chaîne YouTube de Finance Innovation pour le replay, comme 100% de nos événements. Voilà, encore un grand merci à vous d'avoir animé ce débat et à très vite. Merci beaucoup. À très vite tout le monde. Merci Priscilla, merci Olivier. À très bientôt tout le monde. Au revoir.